pluie de perles sur les violets du gazon. Comme une pluie de perles sur les violets du gazon. Roi. Dernier paragraphe. Madame Roblin, vous êtes insupportable. Hein? Mis à l'amende ce soir. Chut. Allez, dernier paragraphe. Rien d'aimable et de charmant. Rien d'aimable et de charmant. D'aimable, oui. Aimable et de charmant. Rien d'aimable et de charmant. Alors celui-là qui est parti là, Comme ces vieilles demeures, rien d'aimable et de charmant. Comme ces vieilles demeures, c'est comme ces vieilles demeures, ou comme ces vieilles demeures, c'est ces vieilles demeures, ou, virgule, ou, virgule, de génération en génération, ou, non, après, ou, virgule, de génération en génération. Voilà, allez-y. Hein, oui, bonjour, je m'appelle M. Macargil, je suis maquettiste, je fais des maquettes depuis 11 ans, donc je fais des maquettes sur Vierzon. Je fais principalement des maquettes sur les monuments disparus de Vierzon. Donc je les fabrique principalement en bois, mais aussi en carton, c'est plus facile à faire, et je les recouvre de papier après, je fais du carton et après je recouvre de papier, et donc j'en suis à ma 22e maquette de Vierzon, et donc je suis seul à Vierzon faire ça en fait, hein. Donc il n'y en a pas d'autres qui font. Et donc je fais des expositions, donc les maquettes ils sont toutes démontables, ils sont tous dans les caisses, que je range chez moi, et puis après que j'amène dans les expositions pour exposer, pour montrer aux gens. Je fais uniquement Vierzon parce que les alentours, ils ne savent pas ce que je fais en fait en maquette de Vierzon. Vous pouvez citer le nom des principaux monuments qui vous Alors tiennent? j'ai fait principalement le premier, c'était le château des Forges. Donc c'est aux Forges, il y a maintenant il y a un Carrefour Market. Et donc il y avait donc un château, donc il a été abattu, donc je l'ai fait. Mais je fais ça par rapport à des cartes postales, parce que bien sûr il n'y a plus rien. Donc j'ai 7 cartes postales anciennes que je fais que je regarde pour les faire tout à l'heure. Et puis donc après j'ai fait donc le Café Chalet aussi. J'ai fait le Café Chalet des Forges. J'ai fait aussi le grand bâtiment en ville. C'était un bâtiment, c'était les nouvelles galeries. En dernier, c'était Jiffy. Et donc, je l'ai tout fait. Donc, j'ai mis 6 mois pour le faire. J'ai fait tout en bois. Et en plus, j'ai fait 15 jours avant la démolition du nouvelle galerie. Donc, maintenant, il n'y a plus rien, bien sûr. Hein. Donc, il reste donc la maquette que j'ai faite. Donc, la maquette, elle est intérieur-extérieur, parce qu'il y avait des étages. Donc, elle est aussi... on dit, il y a des étages à l'intérieur. Après, j'ai fait château de Bellevue aussi. Donc, c'est des bâtiments qui ont été démolis. Et donc, je les ai refaits. Hein. Et puis, Bellevue, c'est près de la piscine, ça. Près de la piscine, ouais. Et puis, j'ai fait la fontaine des 4 Champures en ville aussi. Elle était monumentale. J'ai connu quand j'étais enfant. Elle était monumentale. Et donc, ils l'ont abattu pour pouvoir agrandir la rue du Vers Pommier. D'accord. En fait, hein. Et puis, il y avait donc une autre fontaine, c'était aussi basse Aristide-Briand. Ça servait pour nettoyer les marchands, quoi. Puis en fait, ils l'ont enlevé vers 1900 ou 1800, je ne sais plus, enfin 1900 par là, ça a été enlevé.
hein. Après, il y a eu une petite fontaine après, je ne sais pas si les gens se rappellent, petite fontaine en fond qui était, qu'on tournait. Hein. Maintenant, il n'y a plus rien, bien sûr. Hein. Et puis, il y avait aussi le cinéma dans l'avenue de la République. Donc, il y a eu avant. Le Miramar. Ouais, c'est Miramar, mais avant, il y a eu Merlin. Donc, Oui. il y a eu Merlin, donc ils l'ont abattu une partie. C'était le cinéma, donc je me suis un Toyo, ils ont fait ça. Donc maintenant, c'est abattu, maintenant c'est le culturel. Donc j'ai fait donc la maquette du cinéma, qui est très belle d'ailleurs, qui a été bien reproduit. Et puis, il y en a d'autres. Et il y a l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame, voilà. il y a Et le NP. le NP, oui, l'entrée que j'ai faite là, plus l'église, voilà. Voilà, ben, Monsieur Macaire, merci beaucoup. de rien, Je vais filmer votre étiquette. Voilà, c'est bien C'est très Gilles bien. Macaire. Ouais, voilà. Et merci et Merci. au revoir. Merci. Voilà. Il est manufacturier, il est maître de forge, il est ensuite propriétaire. Propriétaire, c'est ce que l'on met sur les fiches de recensement, enfin pas de recensement, ça s'appelle pas recensement à l'époque, ça s'appelle le dénombrement. Et son père est conseiller municipal de Vierzon Village. Alors à l'époque où nous sommes, il n'y a que deux communes, Vierzonville et Vierzon Village. Donc il est conseiller municipal de Vierzon Village, de la section des forges, de 43 à 52. Ses parents, donc Urvois Dubois, se sont mariés en 36 à Vierzonville. On remonte encore d'une génération. Le grand-père paternel s'appelle Charles Adolphe. Et ce qui est très important par rapport à l'histoire vierzonnaise, il a épousé une dame, Marie-Anne Auberteau. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Vierzon, les Auberteau, c'est des maîtres de forge. C'est eux qui ont racheté au roi en apanage la forge de Vierzon Forge, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Rue Étienne de Lay, là où il y a le carrefour Marquette, si vous voyez à peu près. Donc il est issu de la famille des maîtres de forge. Charles Adolphe a exercé la fonction de percepteur, puis de caissier de la forge. Donc, si vous voulez, pour nous, la famille Urvois, c'est une famille de notables du Second Empire à Vierzon. Ce sont des gens qui ont un certain pouvoir, une certaine richesse. Alors à l'époque, on n'élit pas tous les maires. Les maires ne sont pas élus, ils sont nommés. On élit des conseillers municipaux. C'est un suffrage qui est encore censitaire, donc il faut payer l'impôt. Donc vous payez, pour voter, il faut payer 3 jours d'impôt à l'époque. Et la famille Urvois, d'après les chiffres que nous possédons, possède une fortune équivalente à 5 000 francs or. Ce qui est pour l'époque, il n'y a pas de souci. Alors, redescends un petit peu ici. Revenons à notre Charles Urvois, enfin Jean-Charles Édouard Urvois. Donc, il va épouser le 10 mars 1867 à Bourges Marie-Louise Adélaïde Lepas, qui n'en est pas à son premier mariage. Elle est née le 5 janvier 45, 1800 bien sûr, à Bourges, car elle a épousé en première noce à Bourges en 65, donc elle avait 20 ans, François Adolphe Malter, qui était lieutenant au 19e régiment d'artillerie, qui était originaire de Vesoul. Ils auront un enfant, alors souvenez-vous de lui parce que on va l'entendre parler, Léon Malter, qui est né à Bourges, et son premier mari, il est mort un an plus tard, le 26 février 66. Donc, elle se remarie, comme je vous l'ai dit il y a un instant, avec Charles Urvois, qui a 27 ans, et qui exerce la profession de tanneur. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Et alors Charles Urvois, à ce moment-là, donc nous sommes en 1867,
Il y a déjà un parcours assez particulier qu'on voit dans le dénombrement de la population. Pourquoi? Parce que à 27 ans, sa mère est déjà morte à Montluçon, le 12 avril 1854, et son père, qui, d'après mes calculs, a 52 ans, il est domicilié en Suisse. Donc, il est tout seul à Vierzon. Ils vont avoir 3 filles. Alors, tu ne les as pas toutes en dessous, hein, ne bouge pas. La première va s'appeler Jeanne Valentine. Elle va naître en 1867. La deuxième s'appelle Cécile Marguerite. Elle est née en 69. Il aura une troisième fille qui s'appellera Angélique Gabrielle Pauline, qui est née, alors à une date historique particulière, elle est née en août 1870, donc au moment du début de la guerre, et elle est décédée le 3 octobre 71, elle a 14 mois, et au moment de son décès, eh bien, Angélique Gabrielle, son père était maire de Vierzon. Alors, pourquoi la profession de tanneur est importante? Parce que Charles Lervois, à ce moment-là, il habite. Alors, à l'époque, ça s'appelait la route de Bourges. Aujourd'hui, ça s'appelle la rue Jules-Louis Breton. Il est tout neuf. L'adresse n'a pas changé. C'est toujours le 9 rue Jules-Louis Breton. C'est juste après le bâtiment qui a servi de commandant-tour. Cette maison a été, après celle de la famille Lervois, celle de Jules-Louis Breton, d'où le nom de la rue, et ensuite du céramiste Pierre Morage, qui était directeur artistique de plusieurs manufactures de porcelaine. Et cette maison, qui n'a pas d'apparence exceptionnelle côté rue, donne sur Liège, et elle avait tout un apport pour faire de la tannerie avec l'eau de Liège. Et donc c'est pour ça qu'il a cette profession de tanneur, mais qui ne va pas garder longtemps, parce que, si vous voulez, ensuite il va faire de la politique et autres, donc il ne sera plus véritablement tanneur ni quoi que ce soit. Donc c'est un notable vierzonais. Alors, bon, je ne vais pas vous faire toute sa vie, simplement en 1870, pour que vous compreniez, il va faire partie, bon, c'est un opposant à Napoléon III, c'est un opposant au Second Empire, et il y a à Vierzon une vie politique excessivement compliquée. À Vierzon-Ville. Le maire de Vierzon-Ville en 1869 a été, soyons très clairs, viré. Je vous rappelle, hein, ils sont nommés, ils ne sont pas élus. Parce qu'il y a eu à Vierzon les émeutes dites de la Saint-Jean, 1869, où, bon, c'est un mouvement de jeunesse qui a lancé des pétards, qui s'est un peu opposé à la gendarmerie, tout ça, etc., etc. Le préfet n'a pas aidé, et le préfet a viré le maire. Et donc, en 69-70, nous n'avons qu'un premier adjoint qui fait fonction de maire, qui s'appelle M. Jean-Baptiste Dodo. C'est son nom, hein, je dis pas rien, il s'appelle Jean-Baptiste Dodo. Et on fait des élections provisoires au mois d'août 1870, alors que la guerre vient de commencer. Hein, c'est pas vraiment le moment pour faire des élections. Et donc une liste révolutionnaire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, va se présenter aux élections à Vierzon-Ville. Elle est dirigée, cette liste, par un porcelainier qui a mal tourné, qui s'appelle Armand Basile, ça vous dit peut-être quelque chose. Et dans cette liste, il y a donc ce jeune Charles Lervois. La liste est élue à la quasi-unanimité, et donc Armand Basile va prendre le pouvoir, va devenir maire de Vierzon, et très rapidement, Charles Lervois va devenir le secrétaire de mairie. Alors, lui, Charles Lervois, on ne va pas en entendre beaucoup parler sur les années 70-71 au tout début, parce qu'il reste à la mairie, il est secrétaire, mais Armand Basile, vous en entendez parler, puisque Armand Basile va essayer de s'opposer aux Prussiens, ça ne va pas marcher, la ville va être pillée, il va fuir Vierzon, il va être destitué, enfin bon, je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Mais
après la destitution de d'Armand Basile, pardon, il faut un maire à Vierzon. Et le préfet du Cher cherche. Alors, le préfet n'est pas obligé de choisir un maire qui est de la commune. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit un notable. Et puis, au bout d'un moment, il tombe sur Charles Urvois. Et d'après le rapport des renseignements généraux, mais qui ne s'appellent pas les renseignements généraux, qu'on appelle les inspecteurs spéciaux, il est considéré, Charles Urvois, à l'époque, nous sommes fin 70, début 71, comme le représentant de l'aile modérée du parti avancé. La formule est, voilà, aile modérée, voilà. Et donc, monsieur le préfet nomme donc monsieur Urvois comme maire, en lui demandant d'essayer d'assurer la gestion de la commune. Ce que Urvois va faire de manière très sérieuse, vraiment bien. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'époque ENP, mais il va gérer Vierzon dans des situations difficiles parce que n'oubliez pas qu'à Paris, au mois de mai, enfin à partir de mars jusqu'à mai, c'est la commune de Paris, que nous sommes un relais de la commune de Paris. N'oublions pas qu'il y a Édouard Vaillant, qui est vierzonnais et parisien à la fois, que Armand Basile est le neveu par alliance de Félix Piat. Donc vous voyez toute la logique qu'il a dedans. Alors, lui, tu passes une diapositive. Non, plus loin, ça sur la place. Alors ça va. Excusez-nous, on va vous mettre. Hop, c'était l'acte de naissance. On va laisser sur l'acte. C'est la copie de son acte de naissance à Vierzon. Et vous avez en bas, tu peux mettre en bas s'il te plaît, vous avez la signature de Charles Urvois, directement. Oui, je disais que pendant que Armand Basile, Félix Piat, Édouard Vaillant sont à Paris, sont à Vierzon, font la Révolution, etc., eh bien lui, il gère la ville, comme il peut. Pas simple, il y a beaucoup de dettes, je ne rentre pas dans le détail, on y serait encore demain. Et alors, le point important, c'est que pendant cette période, il n'y a pas de sous. Nous n'avons pas de sous. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, si vous comprenez bien Vierzon, la configuration de Vierzon, à l'époque, vous avez deux communes. Vous avez Vierzon-Ville et vous avez Vierzon-Village. Et Vierzon-Village entoure Vierzon-Ville. Vous me suivez toujours. Les deux autres communes, ça sera après. Donc il n'y a pas de place dans Vierzon-Ville. À Vierzon-Village, vous avez des communaux, c'est-à-dire des terrains que vous pouvez louer à des modestes agriculteurs, des modestes ouvriers qui vont faire leurs légumes, leurs jardins, etc. Et c'est des loyers qui vont vous rapporter. Vierzon-Ville, vous ne pouvez pas. Donc la seule solution pour faire des choses à Vierzon-Ville, c'est d'augmenter les impôts, ce qu'on appelle les centimes additionnels. Et dès 1870-71, il faut, parce qu'on a dépensé de l'argent que l'on n'avait pas, pour la garde nationale, pour les communards, pour différentes choses. Donc il y a déjà de gros problèmes. Et puis notre ami Charles Urvois, alors je pourrais vous en parler des heures, mais malheureusement on n'a pas le temps. Notre ami Charles Urvois va commencer à s'opposer avec l'abbé Bedu. L'abbé Bedu, c'est le curé de Notre-Dame, qui est arrivé à Vierzon en 1870. Et pour ceux qui ne le savent pas, le matin de Noël 1870, il y a un morceau du plafond de l'église qui s'est effondré devant le curé. Il a pris peur, il a écrit une lettre à monsieur le maire, Charles Urvois, en lui disant qu'il faut faire des travaux. Charles Urvois, qui n'est pas un grand catholique convaincu, n'est-ce pas? Nous sommes dans la période anticléricale, on débute là-dessus. Lui dit, j'ai d'autres préoccupations, d'autres centres d'intérêt, d'autres... Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y a pas encore la séparation de l'Église et de l'État, donc c'est à la ville de payer. Voilà. Et donc il y a une guerre, c'est un peu le camillo entre Urvois et Bedu pour faire les travaux, et Bedu fait les travaux sans que Urvois lui ait donné son accord et sans qu'on ait l'argent.
Donc, vous voyez, bon, tout ça, c'est tout un problème. Bon, alors, notre ami Urvois va être maire jusqu'en 1874, parce que là, on est avec la politique nationale, si vous voulez. Je fais un tout petit rappel de politique nationale. Je vous rappelle que nous sommes au début de la Troisième République. Troisième République qui était proclamée le 4 septembre par Gambetta à Paris. Mais nous avons élu, nous Français, une assemblée monarchiste, car nous espérons le retour du roi. Mais quel roi? Est-ce que c'est le fils de Charles X ou le fils de Louis-Philippe? Bon, ça je vous laisse entre vous. Et donc pour le moment, impossible d'avoir une décision. Et donc on choisit un président tampon, un président qui doit faire office d'attente. C'est que l'on nomme pour 7 ans, c'est comme ça qu'on crée le septennat. Ce président s'appelle Patrice de Mac-Mahon, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui est nommé donc président de la République. C'est celui qui a dit que voilà, qui est royaliste, mais ils n'arrivent toujours pas à se décider entre qui et qui va être le roi, etc., etc., etc. Et donc, résultat des courses, pour essayer de contrôler la France, on nomme un gouvernement dit de l'ordre moral. Et donc Charleroi ne peut pas être maire de Vierzonville dans un gouvernement dit de l'ordre moral. Et donc il est révoqué, nous sommes en 1874, gouvernement de l'ordre moral, donc il va installer des croix de mission un peu partout, hein, si vous résumez. Et donc on va avoir des maires de Vierzonville à l'époque qui n'ont pas d'importance, n'ont pas de vigueur, mais qui ont un seul et unique objectif, c'est celui de casser politiquement Charleroi en expliquant il a mal géré la commune, il a laissé des dettes, il ne s'entend pas avec le curé, c'est pas quelqu'un de très bien. Bon. Vous savez peut-être qu'il y a eu en 1876-77 2 élections législatives, alors une première puis ensuite une dissolution, une deuxième derrière, qui a donné 2 victoires aux Républicains, et à ce moment-là, Gambetta a dit à Mac-Mahon qu'il fallait qu'il se soumette ou qu'il se démette, je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule, et notre ami Mac-Mahon, il a un peu été obligé de partir, et c'est là que ça nous devient très intéressant pour nous, le 12 décembre 1878, Patrice de Mac-Mahon, qui est partant, mais bon voilà, c'est les Républicains qui ont décidé, décide de renommer Charles Urvois maire de Vierzonville. C'est fini le gouvernement de l'ordre moral, on revient avec un maire républicain. Et alors, c'est à ce moment-là que commence pour nous l'affaire, l'ENP et tout ce qui va avec. Alors, je ne sais pas si on va laisser cette image-là pour le moment, et on va aller plus loin, un peu plus loin. Alors, l'ENP, c'est son œuvre majeure, si on peut dire cela comme cela. On parle bien sûr d'Henri Brisson. Bon, c'est le nom de l'école, parce que Henri Brisson, c'est celui qui a fait voter la loi, qui porte son nom. Mais en fin de compte, le vrai créateur de l'école, celui qui a pensé, qui a réfléchi à tout cela, c'est Charles Urvois. Et tout est dans le registre de délibération du conseil municipal de Vierzonville, des pages entières, avec des discours qui n'en finissent plus, qui font tout écrit à la plume, hein, des 4 à 5 pages de discours, etc. Alors, donc, fin décembre 78, il redevient maire, et dès le mois de février 79, on apprend quoi? Eh bien, on apprend que le 10 février, il a visité, en compagnie de l'inspecteur d'académie, de l'architecte voyer de la ville, directeur des services techniques si vous voulez, une maison qui est contiguë à l'école laïque des filles qui se trouve rue des Changes. C'est là où à un moment il y a eu le tribunal et le conseil des prud'hommes. Vous voyez à peu près où ça se situe. Hein? Et cette maison pourrait être le lieu d'une école supérieure, future ENP, hein, vous comprenez. On crée une commission municipale qui est présidée par le maire. 3 mois plus tard, nous sommes au mois de mai 79, Charles Urvois fait le point de ce dossier. Mais on complique un petit peu les choses.
car la population de Vierzon augmente. Normal, industrialisation, pleine croissance économique, etc. Il y a de plus en plus de garçons, il y a de plus en plus de filles. Attention, les lois Jules Ferry ne sont pas passées encore. Hein. Donc on fait un acte volontaire pour créer des écoles. On est bien vu par le gouvernement, mais ce n'est pas une obligation encore à l'époque. Alors, donc là, on découvre que cette maison contiguë, non, ça ne va pas. Ce n'est pas ce qu'il faudrait, il faut voir autrement. En parallèle à tout cela, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, 1870-71, l'hôpital actuel, donc rue à Vierzon-Village, donc est terminé. Il est terminé en 70, donc il ouvrira en 72. Donc l'ancien hospice Hôtel-Dieu rue des Ponts, aujourd'hui école Charot, est vide. Et si l'ancien hospice devenait une école supérieure pour faire de l'enseignement, etc. Bon, c'est une idée, pourquoi pas. Et donc, on fait un vœu au conseil municipal de Vierzon, vœu dans lequel on dit il nous faut une école laïque pour les filles, une école laïque pour les garçons et une école supérieure. Ce vœu est repris toujours dans cette même année par le conseil général du Cher. Et qui est le conseiller général de Vierzon à l'époque? Un certain Henri Brisson. Vous suivez ses principales. Alors, Henri Brisson n'est pas vierzonais d'origine, il est berruyer, mais les berruyers le détestent. Il préfère son cousin germain, Eugène. Vous avez une rue Eugène Brisson à Bourges. Hein, voilà. Ils ont toujours, entre les deux Brisson, ils ont toujours aimé Eugène et pas Henri. Bon, que voulez-vous? C'est comme ça nous arrange, hein. Bon. Et donc, quelques temps plus tard, le rapport de la commission, je vous rappelle, hein, on a nommé une commission en février, vous vous souvenez, 1879. Donc, on a un rapport de cette commission qui dit quoi? Alors, la population jeune augmente plus au nord qu'au sud. Ben, attendez, hein, on est dans Vierzonville, donc on est au milieu du milieu. Vous me suivez toujours. Quand on dit que ça augmente plus au nord, c'est au tunnel Château. Et quand on dit que ça augmente plus au sud, c'est au niveau de la rue des Ponts. Et on ne traverse pas le Cher, hein, sinon on est de l'autre côté. Bon. Donc, on demande quoi? On demande une école primaire en deux parties. Une au nord, dans le quartier de l'ancienne prison, c'est marqué comme ça, hein, pour la délibération, de l'ancienne prison, et une au sud, dans le quartier de l'ancien champ de foire. Oui, parce que il faut imaginer à ce moment-là que où vous avez actuellement la rue Jules Vallès et la rue Molière, c'est l'ancien enclos des Bénédictines qui servait à l'hôpital, qui est devenu ensuite champ de foire, qui ensuite s'est déplacé où les femmes, hein, tout simplement, et il n'y a pas encore toutes les constructions. Donc on pourrait construire, hein, voilà. Et l'ancien hospice deviendrait donc l'école primaire supérieure rêvée. Donc, on fait une délibération, alors on crée une école, vous me suivez toujours, hein, ça va se compliquer au fur et à mesure. 200 élèves pour le quartier nord, 200 élèves pour le quartier sud et l'ancien hospice. Total financier, 70 000 €. Alors, c'est là où commencent tous les problèmes financiers, on n'a pas de sous. Je vous rappelle qu'on a toujours les dettes de 1870, on n'a pas fini de payer. Et donc Charles Urvois, qui veut son projet, il rajoute. Comment fait-on? On fait un emprunt. Alors ça passe par la caisse des écoles. Donc on fait un emprunt de 22 449 francs, remboursable en 15 ans. Vous me suivez, hein, vous notez tout, parce que vous verrez, c'est... Bon. Alors le conseil municipal, tout le monde est d'accord. L'inspecteur d'académie, tout le monde est d'accord. Les études sont lancées, voilà. En attendant que ça se fasse, Charles Urvois fait déjà des travaux dans l'ancien hospice, donc l'école Charot, pour y installer des cours du soir. Cours du soir, qui sont des cours de dessin, qui seront dirigés par M. Sellier, qui est peintre sur porcelaine, à l'usine H. Puis ensuite, il y aura des cours d'électricité, d'application électrique, d'apprentissage, de menuiserie, de serrurerie. Dans ces cours du soir interviendront un peu plus tard deux personnalités vierzonaises que vous connaissez, un certain Marc Larchevêque, et puis un certain Jules-Louis Breton. Ça viendra au fur et à mesure. Bien.
Voilà, donc ça, on est en 1880. Alors ensuite, il y a une délibération le 17 février. Alors là, elle est très longue, je ne vais pas vous la lire en intégralité, mais que croyez-vous qu'il arriva? Les devis sont plus chers que prévu. Ça vous surprend? Non. Ils ont été rédigés par M. Paul Gauchery, qui est l'architecte Boyer, et donc il faut faire un nouveau crédit. Il faut encore emprunter. Nous en arrivons à 157 500. Mais c'est que le début, hein. Vous allez voir, on se plaint beaucoup, mais je vous signale qu'il a emprunté pour faire le NP, hein. Voilà. Le 4 juillet 1880, donc, il a rencontré des personnalités politiques parisiennes, et sur les 157 500 que je vous parlais il y a un instant, de février, 100 000 sont mis à disposition du ministère, et les 57 000 doivent servir à l'acquisition des terrains. Ça va poser problème, vous allez voir. Dans le même temps, Henri Brisson, député, et dans le même temps, Henri Brisson, donc, travaille pour nous à Paris. Le 20 juin, il a fait voter une proposition de loi qui a ensuite été votée au mois de juillet par les sénateurs pour créer des écoles d'apprentissage. Et à l'article 3, il est stipulé que des subventions sont possibles, mais pas du ministère de l'Instruction publique, venant du ministère de l'Agriculture. Vous voyez comme c'est bizarre, hein? Bon, c'est comme ça. Alors, on va acheter des terrains. Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'on achète des terrains? Alors, si vous me suivez dans mon point de départ, j'étais ici, dans le quartier. Hein, vous suivez, hein? J'étais là. Eh bien, que les dire, on n'est pas du tout là. On va aller à un lieu dit qui s'appelle Belle-Île. Vous allez me dire, où est-ce que c'est Belle-Île? Ben, c'est route de Paris, c'est là où il y a le NP. Et donc, on va acheter un terrain à un monsieur Dissande. On va acheter un premier terrain de 20 000 mètres carrés à l'est de la route de Paris, donc l'emplacement actuel. On le paye en 2 fois, parce qu'on n'a pas de sous. La première fois, on le fait à 15 000 francs, mais on est obligé de faire un emprunt. On refait un deuxième emprunt au mois de septembre pour l'achat du terrain, pour les travaux à accomplir, remboursable en 30 ans à 3%, avec des centimes additionnels. Oui, parce qu'il n'y a pas les taxes que vous connaissez aujourd'hui, ça s'appelle des centimes additionnels. Donc on rajoute, pour les gens qui doivent payer les impôts à l'époque, 4 centimes par franc, 4 centimes par franc à rajouter pour 30 ans, pour rembourser. Hein? Mais c'est que le début. Voilà. Et un vœu, écoutez bien, c'est beau, ça va vous faire pleurer. Le Conseil, en raison des énormes sacrifices que s'impose la commune pour la cause de l'instruction, vu l'exiguïté des ressources de son budget, est convaincu que l'immense intérêt de la création d'une école d'apprentissage à Vierzon aime à croire que l'État et le département seront heureux de venir en aide à la commune en cette circonstance, afin de mener à bien l'œuvre entreprise, œuvre qui mérite au plus haut point l'attention, la bienveillance et l'encouragement de tous. C'est beau, hein? Ça ne va pas servir à grand-chose, mais enfin bon. Alors, au mois d'octobre, on arrive à un emprunt, et ça augmente à chaque fois, hein, je ne sais pas si vous suivez les chiffres, on arrive à 60 000 francs d'emprunt. Et là, on rajoute encore des centimes additionnels. À chaque fois, il faut toujours là-dessus. Un peu plus tard, toujours en 1880, le 7 décembre plus précisément, par l'intermédiaire de Brisson, eh bien, Charles Urvois va rencontrer Jules Ferry. Ça vous dit quelque chose comme ça, hein? Et les ministres de l'instruction publique. Oui, mais Jules Ferry, sur le principe, il est d'accord pour la création d'une école à Vierzon. Mais le plan de financement, c'est pas celui que Urvois il avait rêvé. Pour Jules Ferry, ça sera un tiers État, un tiers département, un tiers commune. Eh bien, ça fait quand même une belle somme pour la commune de Vierzon. Alors, la situation financière de Vierzon n'est pas florissante, et donc Brisson réussit à faire voter, le 11 décembre 1880, une loi, qui est toujours en vigueur à l'heure où je vous parle,
créant, écoutez bien, des écoles d'apprentissage et des écoles publiques complémentaires avec cours ou classes d'enseignement professionnel aux frais de l'État. Merci, monsieur Brisson. Et pourquoi l'école s'appelle Henri Brisson? Vous avez l'explication maintenant. Alors, le nouveau projet, 15 mars 81, 1800. Alors attention, restez bien assis, les chiffres sont effarants. Le projet final de 1881, nous sommes à 521 980 francs. Et là-dedans, il fallait que la ville en ait à sa charge 100 000. Je vous avais laissé tout à l'heure à 60 000. On arrive à 100 000. Donc il faut voter un emprunt. Un emprunt de 100 000 auprès de la Caisse des écoles toujours, à 4% sur 30 ans. Faites les calculs. Et donc, pour les centimes additionnels, toujours nos hausses d'impôts, nous passons maintenant à 5 centimes par franc par an sur 30 ans. Les Vierzonais ont toujours payé, hein. Toujours. Donc, ça c'est le point important. Alors, ce que vous ne savez pas, ce que je ne vous ai pas dit pour le moment, c'est que ça n'existe plus aujourd'hui, je ne sais pas s'il faudrait le faire ou pas. Pour voter les centimes additionnels, il fallait que ça soit le conseil municipal plus les plus imposés. Et si les plus imposés disaient non, ça ne passait pas. Et il fallait qu'ils soient présents physiquement. Sinon, ça ne passait pas. Bizarrement, ils ne sont pas venus la première fois. Ils ont été convoqués, nous sommes le 10 juin 1881, convoqués, pas venus. Alors, vous avez là-dedans Célestin Gérard, Brouhaud, Merlin, H. Voilà, ils ne sont pas venus. Bon. Le préfet est venu avec un nouveau plan, un nouveau devis, etc. Voilà. Et alors, on répond au préfet, le conseil tenant à doter Vierzon d'un établissement qui lui est devenu indispensable. Et malgré les charges de la guerre de 1870, on les a toujours, hein. On n'a pas fini de payer la guerre de 70, qui grévait encore les comptes de la ville, décide à l'unanimité, écoutez-moi bien, nous sommes le 10 juin 1881, approbation des plans et de devis, on ne pouvait pas faire autrement. Bon. Augmentation de la part communale de 50 000 francs pour arriver aux 100 000, vous me suivez toujours. Soit un emprunt de 150 000 en 30 ans, toujours sur la caisse des écoles. Donc ça fait maintenant une imposition de 7 centimes 69. Tout à l'heure, on était à 5 centimes. Alors, 7,69 par an sur 30 ans pour arriver toujours au... Hein? Voilà. Alors, on vote les fonds, tout ça est fait. Le 29 juin 1881, Charles Urvois rencontre au ministère avec Brisson Jules Ferry, qui lui présente les plans et tout cela, tout a l'air de se passer normalement. Jules Ferry, le lendemain, écrit au préfet, qui va écrire ensuite au maire de Vierzon. Et qu'est-ce qui se passe? Le préfet dit au maire de Vierzon, donc c'est Jules Ferry qui parle en fin de compte, hein, que l'État prendrait en compte la fondation de l'école, les frais d'entretien, le traitement des maîtres et pensions et des élèves, et donc ce n'est plus une école communale, c'est une école nationale. Vous avez tout compris. Et comme Jules Ferry veut quelque chose de bien, dans la lettre il est bien marqué que la ville donnera les terrains. Donc on les achète et puis après on les donne à l'État. C'est bien, c'est gentil. Voilà. Mais ça ne suffira pas, on va y revenir là-dessus. Alors, Charles Urvois avait essayé de placer, mais ça n'a pas marché. Il avait demandé en même temps des bourses d'externat pour les enfants de la Ligue de Vierzon. C'est passé à l'as. Monsieur Jules Ferry n'a pas voulu. On vote au conseil municipal des félicitations à monsieur Henri Brisson, député, à monsieur Jules Ferry, président du conseil ministre, et bien sûr à qui? Vous ne suivez pas? Charles Urvois. Alors écoutez cette phrase élogieuse du conseil municipal, c'est le maire qui l'a écrit lui-même. Hein.
sa part de remerciements bien mérités pour le zèle et la persévérance avec lesquels il a poursuivi l'entreprise d'un projet d'établissement d'une école primaire supérieure et professionnelle à Vierzon. C'est beau, hein? Et donc, la date historique, je ne sais pas si tu l'as, là, tu dois l'avoir dans tes affaires à toi, le 9 juillet 18... Alors, de toute façon, c'est dans le 9 juillet 1881, le président de la République, qui s'appelle Jules Grévy, ne vous trompez pas de Jules, prend un décret, et le signe, créant une école nationale d'enseignement primaire supérieur et d'enseignement professionnel préparatoire d'apprentissage, destinée à servir de type pour les établissements de même nature qui seront fondés par application de la loi susvisée. C'est la loi Henri Brisson que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, le texte intégral, vous l'avez dans l'expo, vous l'avez dans le registre. Donc nous sommes la première. Alors le problème, vous avez d'autres communes de France qui ne sont pas d'accord avec nous parce que nous avons mis du temps à construire, à cause d'un certain Édouard Vaillant, je vais vous en parler dans un instant. Si bien que Voiron, vous connaissez, Isère, Armentières, tout là-haut, ils ont fini avant nous. Alors ils disent que c'est eux qui ont la première école nationale de France. Mais la première, c'est nous. Vous êtes d'accord? Bon, alors, donc tout ça est important. À partir de ce moment-là, commence le problème des terrains. Donc nous sommes, vous voyez où est l'école, hein, je n'ai pas besoin de vous monter, la route de Paris. Le pont de Toulouse n'existe pas à l'époque. Hein, bien évidemment, la gare existe, mais pas. Alors il faut acquérir du terrain. Je vous rappelle qu'on a acheté les terrains d'Issam, vous vous souvenez, hein? Bon. Ensuite, il faut acquérir d'autres terrains pour la construction. Alors, on fixe un prix, les services et domaines, hein, comme c'est le cas à l'époque. Je ne sais pas, je ne connais pas les prix de l'immobilier dans le quartier maintenant, mais à l'époque, 15 juillet 1881, 2 francs 50 le mètre carré. À l'époque, c'est un champ. Hein. C'est juste un champ. Bon. Alors, on fait des nouveaux plans, avec l'inspecteur général vient à Vierzon, nous sommes à l'été, donc tout se passe comme il faut, voilà, on ouvre les crédits, tout ce qu'il faut. Alors, on va délimiter l'emplacement. L'emplacement, vous le connaissez, je vais vous donner des noms de rues qui vont peut-être vous dire quelque chose, d'autres qui n'existent pas encore. Alors, donc, c'est route de Paris, ça vous connaissez, la rue Saint-Lazare. Ben, la rue Saint-Lazare, c'est la rue Charlevoix, aujourd'hui, parce qu'elle passait devant la chapelle Saint-Lazare. La rue Casimir-Lecomte, ben, vous connaissez, hein, bien évidemment, qui n'était pas coupée en deux par la voie de chemin de fer encore. Hein. Et puis, il est mis dans la délibération, une rue contiguë à ouvrir à côté de chez Brouhaud. Brouhaud étant côté du Cavalier, vous me suivez toujours? Bien. Donc, on vote cela à l'unanimité. Donc, tout ça se passe très bien. Ouverture de l'enquête publique relative à l'acquisition de ces immeubles. Tout, donc, il y a les temps nécessaires et tout va bien. Non. Tout ne va pas bien.
car le 27 octobre 1881, on apprend par la dépêche du Berry, ancêtre du Berry républicain, eh bien qu'il y a une famille qui refuse de se faire exproprier. Eh bien oui, ça arrive, ces choses-là. Et donc, c'est confirmé ensuite à la séance du 17 novembre 1881. Et cette famille qui refuse de se faire exproprier, c'est Madame Veuve Vaillant et son fils Édouard. Alors, il faut comprendre les choses. Et Madame Veuve, Michel Vaillant, la mère, Édouard Vaillant, n'habitent pas en permanence à Vierzon. Hein, ils sont parisiens aussi, Villa Bel-Air à Paris. Ils ont une maison, un terrain, si on fait à peu près, c'est où il y a le conservatoire de musique aujourd'hui. À peu près. Hein. Voilà. Et ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas se faire exproprier. Alors, il y a à la fois un aspect financier, de dédommagement, mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect politique des choses. Si on se replace en 1870, quand il fallait lutter contre l'Empire, Second Empire, la Commune de Paris, eh bien, notre cher Édouard Vaillant et notre cher Charles Roy étaient ensemble, avec Armand Basile, Félix Piat et compagnie. Mais ensuite, eh bien, Félix Piat, bon, il est ensuite à Marseille et tout ça. Notre ami Édouard Vaillant était en exil, il est revenu, il s'est présenté à Paris. Armand Basile, il a fait des bêtises, et puis bon, voilà. Et notre ami Charles Roy, de révolutionnaire, il est devenu modéré, puis ensuite il est devenu ce qu'on appelle un opportuniste. Il est républicain, tendre, voilà. Comme disait Dutronc, je retourne ma veste toujours du bon côté. Donc les relations entre Urvois et Vaillant, voilà. Et n'oubliez pas non plus que la famille Urvois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des notables, mais la famille Vaillant, à Vierzon, ce sont aussi des notables. Ils ont des moyens, des budgets, etc. Alors, bien évidemment, monsieur Édouard Vaillant, demeurant à Vierzon, 27 route de Paris, c'est le conservatoire de musique, Durand a écrit dans l'enquête Commodo Incommodo des 13, 14 et 15 novembre 1881. Et on a toute l'explication de son opposition. Je vous lis. Alors, il explique que, en fin de compte, là où on construit l'ENP, c'est le point le plus haut de Vierzonville. Vous me suivez? Parce que si vous passez la rue de Saint-Lazare, aujourd'hui Charleroi, la rue Fourier, vous êtes à Vierzon village. Vierzonville s'arrête là. Donc vous êtes sur le point le plus haut de Vierzon. Et ce point le plus haut, pour Édouard Vaillant, pardon, est sec. Manque d'eau. Je vous lis Édouard Vaillant. Les puits, pour atteindre une eau rare, en tout temps, et presque tarie, en été, doivent être d'une profondeur d'au moins 30 mètres. Quelles dépenses ne faudrait-il donc pas pour donner quelque peu d'eau à l'école? Et comme, même avec les dépenses considérables, on ne pourra jamais lui assurer assez d'eau. La quantité devant être illimitée pour être suffisante, quels dangers ne feront-ils pas courir à l'école et à la ville? Donc voilà le motif. Et donc, notre ami Charles Roy, Édouard Vaillant, il propose quelque chose de simple. Si on mettait l'école sur la commune de Vierzon village. Et le maire de Vierzon village à cette époque-là est un socialiste révolutionnaire très proche d'Édouard Vaillant.
Il s'appelle M. Samson. C'est bizarre, hein? Bon. Alors, Charles Urvois va réagir, des débats, etc. Et c'est pour ça, alors il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois que je fais la visite de Vierzon, me posent la question, ben, je vous donne la réponse. Pourquoi vous avez un réservoir d'eau sur la route de Neuvy? Vous voyez que du cimetière, la route de Neuvy? Ben, ça, c'est la volonté de Charles Urvois, parce que c'est un point d'eau qui est supérieur à l'altitude de l'ANP. Et donc, on recueillait les eaux qui revenaient de la forêt des hauteurs de Vierzon, ici, route de Neuvy, pour les rebasculer à l'ENP, où vous avez un château d'eau, vous le connaissez, et c'est comme ça qu'on répond à la question posée par Éloi Vaillant. Mais ça, financièrement, c'était pas prévu. Et il faut passer dans la commune de Vierzon-Village. Vous me suivez toujours? Bon. Donc, là aussi, il a fallu négocier, discuter, etc. Hein? Alors, ça n'empêche pas que le projet est déclaré d'utilité publique officiellement le 11 janvier 1882. Et il faut régler le problème avec la famille Vaillant. Alors, ça se passe au conseil municipal, bien évidemment, à la séance du 9 février 1882. Alors, on ne dit pas le nom, on dit des personnes dont l'autorité et la compétence ne sauraient être contestées se sont prononcées après mûre réflexion dans le sens le plus favorable à l'action de l'emplacement dont il s'agit. Alors, l'estimation du départ, ne vous inquiétez pas, l'estimation du départ était fixée à 35 000 francs. Et la ville, par générosité, ou je sais pas, on a versé 50 000. Alors vous imaginez bien, si vous suivez tous les emprunts qu'on a fait pour acquérir les terrains, construire, donner à l'État, le château d'eau de la route de Neuvy, les canalisations et maintenant l'expropriation de la famille Vaillant. Voilà. Avec l'argent, Madame Vaillant, mère et Édouard vont acheter la maison qui se trouve un peu plus haut sur l'avenue Édouard Vaillant. Vous la voyez un peu plus haut. Donc voilà où ça se situe. Le 14 avril 1882, le conseil municipal de Vierzon-Ville va émettre un vœu pour la création de, alors écoutez bien, vous irez prendre vos mesures ce soir, une voie qui fait 15 mètres entre la route de Paris et la route de Neuvy. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'il parle là? Ben, c'est le boulevard de la Liberté. Il fait bien 15 mètres, il commence bien à la route de Paris, mais va-t-il jusqu'à la route de Neuvy? Non, mais il aurait dû. Sur les plans de l'époque, on voit très bien qu'il aurait dû rejoindre la route de Neuvy. Et donc faire une... Mais il fallait passer les épinettes et tout ça, il n'a pas été jusqu'au bout. Donc tout ça, les travaux sont adjugés et tout, et aux surprises, comme on a pris du retard dans tout cela, bonne nouvelle annoncée par le maire le 5 septembre 1882, on a acheté des terrains et c'était des vignes. Et comme on n'a rien construit, les vignes ont donné. Donc on a pu faire les vendanges. Alors que ce n'était pas prévu. Et on va donner du raisin aux Vierzonais les plus nécessiteux. C'est gentil, hein, c'est bien. Bon, donc ça c'est fait. Et alors, il ne reste plus qu'une seule chose, à poser la première pierre. Mais la première pierre, ça coûte de l'argent.
Vous imaginez pas, c'est pas qu'un morceau de parpaing, ça coûte de l'argent. Donc, le 21 mars 1883, le conseil municipal va voter les fonds pour la pose de la première pierre. Alors attention, il y avait eu une première estimation à 3000 francs en 1882. Mais c'est pas suffisant, on rajoute 4000. Et dans la délibération, il y a marqué entre guillemets pour donner de l'éclat. Ah ben écoutez, moi j'ai copié ce qu'il y a marqué. Hein. Et alors là, Monsieur Pirot, prépare-toi, ça va être à toi. Toute la Légion d'honneur, tout son. Voilà. Ce qui est formidable. Alors, on prévoit de faire venir le banc et l'arrière-ban de la classe politique française à Vierzon. Mais on ne peut pas, le maire de Vierzon ne peut pas. Hein, non, tous les ordres de. Le fait qu'il devient. Alors ça, c'est le récépissé 20 avant, tu dois l'avoir. Donc on ne peut pas. Non, on va encore avant, s'il te plaît, avant. C'est plus loin. C'est de l'autre côté. Donc on ne peut pas. Un maire de Vierzon ne peut pas recevoir président du conseil, ministre de l'instruction publique, etc. Sans qu'il ait le petit ruban rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est mieux. Ça fait bien sur eux. Hein, bon. Le problème, voilà. Alors, j'avais jamais vu ça de ma vie, donc j'ai demandé à la grande chancellerie de m'envoyer son dossier, que voici. Et donc, c'est certainement l'un des plus rapides de l'histoire. Il a été fait chevalier, il a obtenu la médaille, on lui a fait signer le brevet et tout, en une journée. En une journée. Ça s'est passé le 2 mai 1883, parce qu'il fallait que le 3, le jour de la pose de la première pierre, il ait le ruban rouge. Vous me suivez toujours? Donc vous voyez, date du départ de la décoration, 2 mai, ça va vite, hein? Tu peux leur faire passer. Alors, le ministre de l'Intérieur, vous voyez, il y a marqué de la part du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de l'époque, le nom va peut-être vous dire quelque chose, il s'appelait, puisqu'il a œuvré pour les lois 1901, il s'appelait Pierre Valdec-Rousseau, un Nantais. Voilà. Et donc, il obtient sa Légion d'honneur. Et donc, le 3 mai, le lendemain, alors tu vas mettre la plaque. Il y a la plaque un peu plus loin. Donc, le 3 mai, qui est certainement l'une des dates, voilà la plaque. Alors, c'est une copie de la plaque. Vous l'avez aussi dans l'expo, parce que je l'avais donnée à Pascal. C'est une plaque qui est dans la famille. Une plaque en porcelaine. Bon, on n'a pas voulu me donner la plaque, c'est bien dommage. Bon, elle est dite de 1882, mais enfin bon. Alors, le 3 mai, il y a à Vierzon Henri Brisson. Bon, il est local de l'État. À l'époque, il est président de la Chambre des députés et conseiller général du Cher. Il y a Anne-Charles Hérisson, ministre du Commerce. Il y a Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et bien sûr, il y a Charles Urvois. Et pour tous les spécialistes de la Troisième République, pour tous les spécialistes de l'histoire de l'éducation en France, Jules Ferry va prononcer un discours qui fera date, qui est inscrit dans le registre des délibérations de la commune de Vierzon, à la plume. Un discours qui fait 5 pages. Mais je vous en lis une phrase qui reste dans l'histoire. Écoutez bien. Donc nous sommes avec une école industrielle, hein, vous le savez tous. Je cite Jules Ferry, dans l'enseignement qui serait dispensé, donc on parle de chez nous, le rabot et la lime devraient avoir une place d'honneur aux côtés du compas, de la carte de géographie et du livre d'histoire. Signé Jules Ferry. Il y a, alors, on dépense encore de l'argent, vous voulez? On ne l'a pas, mais on dépense, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, Charles Leroy dit qu'il faut faire les choses bien, hein, vous avez compris, avec éclat. Hein. Donc, on décide de frapper une médaille commémorative. Pascal Pirot vous l'a mis en photo dans l'expo. Hein.
Il y a peut-être des familles vierzonaises qui l'ont encore par héritage. Donc sur un côté, il y a un chevalier casqué qui porte un bouclier aux armes de la ville, des seigneurs, un chevalier au galop, et sur le revers, il y a marqué ville de Vierzon, avec la date, les personnalités, etc. Cette médaille, il y en a donc qui sont remis à toutes les personnalités, il y en a 23. Et alors, ce qui est formidable, donc c'est la ville qui paye, hein, c'est pas, hein, c'est nous qui payons. Hein. On en a même offert à la veuve de M. Baron, deuxième adjoint décédé, mais qui avait voté tous les textes, en remerciement. Il n'est plus là, mais on lui donne la médaille à sa veuve. Et ben, il faut payer aussi la somme donc, de tout cela, de toutes ces médailles. Alors, Charles Lervois, à ce moment-là, il a 44 ans. Je dirais que c'est le sommet de sa carrière municipale. Il va faire un dernier conseil municipal le 5 juillet 1883. Donc la pose à première pierre est terminée. L'école va se construire. Ouverture des cours, vous savez peut-être, le 1er octobre 1887. Voilà. Mais Charles Lervois ne sera plus maire à ce moment-là, Charles Lervois ne sera plus vierzonais, Charles Lervois ne sera plus rien à ce moment-là. Je ne sais pas si on va le dire pourquoi, si. Mais ce n'est plus en rapport avec l'ENP. Je ne sais pas quelle heure il est, parce qu'on peut... Non, c'est bon. Moins de 15. Bon. Brièvement, pour vous expliquer... Oui, tu mets ce texte-là pour comprendre. Donc, pourquoi il n'est plus rien du tout? Je vous explique que par rapport au texte que vous montre Pascal, il a pourtant une vie rêvée. Hein. Je vous dis, il a tout réussi. Il peut, alors, en avril 1884, donc même pas 9 mois après, il y a les premières élections municipales françaises au suffrage universel. On élira donc tous les conseillers municipaux, et ensuite ils éliront le maire. Le système que vous connaissez aujourd'hui. Tout lui réussit. Et puis, nous sommes au mois de juillet 1883, sa fille, Pauline, se rend au marché, accompagnée de la domestique, avec son petit panier, oui, ne dis rien Pascal, ne dis rien, et avec son petit panier, et dans la foule du marché de Vierzon, un jeune homme lui glisse un papier dans le panier. La domestique s'en rend compte, elle pique, parce qu'elle est mineure, hein, bien évidemment, elle pique le papier, elle le ramène au beau-fils, Malater, vous vous souvenez, le Léon Malater, issu du premier mariage de la mère, voilà, qui est dans la maison, futur officier de l'armée française. Pas bien, je vais le dire à ton père. Bon. Et le père rentre de la mairie, il voit le billet. Alors le billet, de ce que nous savons, c'est un billet scabreux, un peu porno, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et le père, Charles Lervois, interroge la fille, qui lui donne un nom, comme ça, un nom. Bon. Le père se retire à la campagne une journée, revient à Vierzon, il a pris ses dispositions, et il prend une canne avec un pommeau d'argent. Vous voyez ce que c'est que une canne avec un pommeau d'argent, se rend dans la ville, se rend dans une épicerie vierzonaise de M. Bonichon. Et là, il veut voir un commis de l'épicerie qui, selon la fille, est le coupable. Et sans lui demander véritablement si c'est lui ou pas le coupable, il le frappe. Et alors il le frappe plusieurs coups à la tête, il tombe dans les pommes, plusieurs coups sur les épaules, un peu partout, enfin bon bref. Il se rend compte qu'il s'est trompé de personne. Et avant que la police ou le médecin arrive, Charles Lervois donne les premiers soins. Il s'excuse platement. Ah ben je vous dis, c'est la réalité, hein. Bon. Et alors, donc, enquête de police, bien évidemment,
Il est dispensé, alors on ne fait pas de commentaire par rapport à aujourd'hui, il est dispensé de détention provisoire, il est maire, dispensé de... Voilà, et jusqu'au procès, il est libre. Et ce n'est pas en correctionnel qu'il doit aller, mais en cour d'assises. Tentative de meurtre, vous le suivez toujours. Alors, bien évidemment, les socialistes Vierzonnet et Berrichon s'en donnent à corps joie. Dans les journaux, on va l'appeler l'Assommoir. L'Assommoir. Et voilà, pour coups et blessures, contrainte ses administrés, après une lettre infâme à sa fille de 14 ans. Alors lui, il va être très digne, très droit, il va tout accepter. On lui a demandé de venir au Bordio la veille pour se constituer prisonnier. Il a accepté. Mais le préfet du Gers ne peut pas avoir un maire en prison. Vous me suivez toujours. Donc c'est le premier adjoint, il s'appelle François Pignon, qui est illettré, qui est maréchal ferrant, mais illettré. Ben, c'est lui qui va diriger la commune. Il ne sait rien faire, mais il est premier adjoint. Bon. Et à la fin du mois d'octobre 1883, il y a le procès. Alors, pour les socialistes, alors on n'a pas de preuve irréfutable, bien évidemment, mais pour les socialistes Vierzonnet et Berrichon, il y a derrière le rôle, l'appui très fort d'Henri Brisson. Et c'est marqué dans le texte que vous a mis Pascal, il est innocenté. Il est acquitté. Il ressort blanchi. Donc il peut redevenir maire de Vierzon, vous me suivez toujours. Mais la polémique devient telle dans la ville que tous les endroits où Charles Leroi va passer dans la ville, on va lui dire l'Assommoir, bon. Et il ne va pas pouvoir se représenter alors qu'il en rêvait comme tête de liste en 1884 au municipal que je vous ai parlé il y a un instant. Donc la droite vierzonnaise va présenter une autre liste avec un maire qui s'appelle Jean-Louis Potserf-Cadier, qui est banquier, mais qui ne sait pas gérer la commune. C'est le bordel devant son conseil municipal. Bon, voilà. Si bien qu'il y a une partielle en 1885 et Charles Leroi est réélu. Haut la main. Et Charles Leroi, imaginez-vous, est réélu au conseil d'administration de l'hospice de Vierzon avec un taux et un score plus élevé qu'Adolphe H, qui dirige l'hospice depuis près de 25 ans. Mais c'est trop tard, la polémique a pris de l'ampleur. Et alors, il est dans l'opposition au conseil municipal de Vierzon. Il va faire tomber le maire de l'époque, Potserf-Cadier. Il espère reprendre le poste de maire, mais on ne veut pas de lui. Alors, on nomme un autre maire de Vierzon qui s'appelle François Guillemin. Alors, François Guillemin, il est plâtrier. Et pour le préfet, il est illettré. Encore un. J'y pas rien, c'est le préfet qui dit, hein, c'est pas moi. Hein, bon. Et, alors, vous avez une rue André Guillemin au Bois-Lièvre. C'est la famille. Et il arrive, alors nous sommes en plein dans les grèves de la société française de 86. Alors, Urvois va essayer de se mettre du côté des ouvriers, contre la mairie, mais Baudin, qui est le député socialiste, se rend compte du piège, enfin bon, il y a toute une histoire, ça, on n'est plus dans le NP là, hein, bref. Donc il faut, alors, évacuer Charles Urvois. On l'évacue, alors c'est là où c'est le plus risible, on l'évacue en le mettant percepteur. Oui. Mais voir, tu dois avoir dans les fiches, ferme ça, tu dois avoir sa fiche de percepteur. Ferme ça, tu dois l'avoir plus loin, tu dois voir. Il est percepteur d'abord dans Loire-et-Cher, voilà, agrandis s'il te plaît. Il est percepteur, je crois, c'est dans Loire-et-Cher, après, voilà, Loire-et-Cher, la Vienne, il finit dans Lyon. Voilà la fiche de percepteur, chevalier Légion d'honneur, et il meurt là-bas, donc en 1895, le 12 juin, à Mont-Saint-Sulpice. Je dois avoir l'acte de décès un peu plus loin. Pas abandonné de tous, mais bon, voilà.
pas un peu seul. Et il y a eu, tu l'as pas, donc tu l'as peut-être. Il y a eu plusieurs entrefilés dans le Berry, enfin, pas le Berry, pardon, la dépêche du Berry de 1895, disant, voilà, ça c'est l'acte de décès. Il y a eu plusieurs entrefilés dans la dépêche du Berry de 1895, disant que c'était le décès de Charles Leroi. Et puis la dernière date que j'ai à vous donner, eh bien, elle date de 1937, juste après la fusion. Pourquoi c'est une date importante? Je vous l'explique très simplement. Fusion des Cap-Vierzon, donc il y a des noms de rues qui sont en double, en triple, en quadruple. Il faut donner d'autres noms de rues. La rue Saint-Lazare, vous vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure, était devenue, avec des maires socialistes, était devenue la rue Félix-Piat. Mais il y avait 3 rues Félix-Piat. Donc il fallait en garder qu'une seule, vous me suivez toujours. Et on a décidé de mettre la rue qui longe le lycée de NP du nom de Charles Leroi, avec, dans la délibération du conseil municipal, un panégyrique de Charles Leroi que vous avez, je crois que tu as mis dans l'expo. Il y a un portrait de lui en 37 qui doit faire 3 pages, enfin voilà, qui explique l'œuvre essentielle que Charles Leroi a fait pour Vierzon. Voilà, messieurs, dames. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. À Moussa Sulpice. Il est là-bas. Alors, j'ai rencontré une fois la famille qui était de passage à Vierzon, qui ne savait pas, ou très peu, la fameuse histoire de la Semeuse. On lui avait dit dans la famille que c'était un drame, c'était un truc énorme, mais qu'il ne connaissait pas en totalité l'histoire de la Semeuse.